Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mercredi 4 septembre 2024, sport football. Match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain. Le Premier ministre tranche net. Si la CAF décide avec les arguments à elle donnés que le match se jouera à Garoua, alors il aura lieu à Garoua, qui est une ville camerounaise comme Yaoundé et Douala. Joseph John Gouté a eu une séance de travail ce jour avec les Lions A, le sélectionneur et le ministre des Sports. Celui-ci, le Premier ministre évidemment, est venu mettre un terme à la cacophonie autour de cette rencontre où se profilait déjà à l'horizon la participation des Lions U20 en lieu et place de l'équipe senior. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Good evening, Orion Donken. Good evening, televiewers. Thanks for joining in on tonight's edition on Spectrum Television. We'll dive straight into tonight's news stories. The Indomitable Lions of Cameroon will compete at the Rumde Adja Stadium in Garoua, as confirmed by the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Gouté, today in a meeting with the senior Lions national team players. Oni Ladonet provides further details in the following report. The Rumde Adja Stadium in Garoua will host the upcoming match between Cameroon and Namibia, unless CAF says otherwise. This conclusion can be drawn following discussions between Prime Minister Joseph Dion Gouté and the senior national team players this September 4, 2024 at the Star Building in Yaoundé. In Dion Gouté's words, if CAF decides with the arguments that have been provided that we are going to play in Garoua, we will go and play in Garoua. This conversation has come after several conflicting decisions from both the Ministry of Sports and the Cameroon Football Federation, which has served as a distraction to the national selection ahead of this crucial match. For the first time, the players have shown their willingness to play at any venue chosen by CAF and FECAFOOT. Prior to this meeting, Dion Gouté has held discussions with the Minister of Sports and the team's coach, Mark Brace. With the venue now confirmed, the squad has resumed preparations for Saturday's event. They have trained behind closed doors at the Annex 1 of the Onisport Stadium, attended by the head of government. The Indomitable Lions are expected to travel to Garoua on Thursday to continue preparations for their match against the Brave Warriors on September 7 and Zimbabwe on September 10 in Kampala. Namibia's arrival in Cameroon has been delayed due to flight issues, meaning they will arrive less than 48 hours before the match. Meanwhile, the Under-20 squad, which has been called to Douala to potentially replace the national team, has returned to Bankomo to prepare for the UNIFAC competition. La coopération sino-africaine FOCAC, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, et Xi Jinping de la Chine étaient en tête-à-tête ce mercredi 4 septembre 2024. Au menu de leurs échanges, les relations bilatérales entre les deux pays qui passent désormais au niveau d'un partenariat stratégique global. Si le président de la République a mis en avant l'impact positif des projets financés par la Chine sur le développement économique du Cameroun, il a invité d'autres entreprises chinoises à investir au Cameroun. Le président chinois, lui, a réitéré le soutien de son pays au nôtre et a exprimé l'engagement de la Chine à aider le Cameroun à atteindre la paix et le développement en promouvant la coopération dans les secteurs tels que les infrastructures, l'industrie, l'agriculture et la santé. Inscription sur les listes électorales, seulement 41% de femmes ont bien voulu participer au processus en 2024. Un chiffre pas surprenant au regard du faible engagement des femmes en politique, malgré l'embellie comparée aux années antérieures. Léla Renganz. Femmes en retrait de l'action politique, c'est ce qu'on pourrait penser à la lecture des chiffres d'inscription sur les listes électorales publiés le 3 septembre par Elections Cameroun. Sur un total de 755 085 citoyens nouvellement inscrits, fichés non toilettés au 31 août, seulement 311 815 sont des femmes,
Chiffres ne comprenant pas les jeunes et les personnes handicapées. On a encore ces normes socio-culturelles-là qui doivent être brisées, c'est-à-dire le rôle traditionnel de la femme, qui est encore ancré dans les mémoires et dans les mentalités de certaines couches sociales, où on sait que la femme est conçue, permettez-moi le terme, pour faire bébé, trivialement, et l'homme pour diriger, gouverner, conduire la famille. Donc il y a encore cette division des rôles qui empêche encore certaines femmes de croire qu'elles peuvent s'inscrire sur une liste électorale, elles peuvent adhérer à un parti politique et elles peuvent à la longue postuler et puis avoir des positions ou des postes stratégiques au sein de ces partis politiques. Comparaison n'est certes pas raison, mais si on se réfère aux années précédentes, on constate qu'en 2024, les femmes se sont un peu plus mobilisées. 138 223 femmes en 2023, contre 126 919 femmes en 2021, fichier non toiletté et une fois encore ne comptant ni les jeunes ni les personnes handicapées. Nous les femmes, nous sommes mobilisés, on s'est inscrits sur la liste électorale. Comment vous dites que nous on ne s'est pas inscrits? On s'est mobilisés et on s'est déjà inscrits à la liste, on s'est inscrits. Parce que beaucoup de personnes n'ont plus cette confiance. Là, on se dit, même si on s'inscrit, même si on ne s'inscrit pas, c'est la même chose. Et c'est à tort. Moi, je pense sincèrement que c'est à tort. Voilà, je me suis inscrite, j'ai fait le premier pas. Il n'y a que Dieu qui va nous sauver pour la suite. Cet embelli, à en croire la sociologue Dr Simon, commence également à se faire sentir même dans les sphères de décision. On a fini par voir, j'ai envie de dire, 9,11% de femmes au gouvernement, 34% à l'Assemblée nationale et 26% au niveau du Sénat. Ce qui n'est totalement pas reluisant, il faut le dire, mais qui commence à être acceptable, contrairement aux années antérieures. Passer le débat sur l'engagement des femmes ou même leur intérêt à la chose politique, l'autre question qui mériterait peut-être d'être posée est celle de l'impact de la présence des femmes dans ces sphères de pouvoir, ou plutôt comment leur présence influence la manière dont fonctionnent les institutions. Et sur les raisons justifiant le faible engagement des femmes en politique, je vous propose cette réaction de la sociologue Dr Marcel Simon. À côté de ces normes socio-culturelles, on va également mettre l'accent sur l'éducation politique qui, malheureusement, pour celles-mêmes qui ont le désir d'entrer dans la sphère politique, n'ont pas suffisamment d'armes, j'ai envie de dire, d'outils pour pouvoir affronter, n'est-ce pas, ce milieu, il faut le dire, qui paraît également un tout petit peu violent. Là, c'est une évidence. Donc, il y a ce manque d'éducation politique qui peut en être la cause. Et là, c'est pas seulement au niveau des femmes, parce que ça va aller également avec la jeunesse et même toute la société dans son ensemble. Certaines éducations politiques qui doivent être inculquées par la société civile, ou du moins par les partis politiques, pour amener les femmes particulièrement à s'intéresser à la chose politique. Maintenant, à côté de ça, il y a cette discrimination qui est généralement accompagnée des stéréotypes, des présupposés et toutes ces contre-valeurs qui sont développées, n'est-ce pas, pour empêcher la femme à foncer, n'est-ce pas, dans ce nouveau secteur d'activité, ou du moins dans ce domaine-là, qui est généralement embrigadé par les hommes et qui leur fait croire très souvent que leur place n'est pas ici, ou que non, il faut simplement oser et commencer à balayer, j'ai envie de dire, ces différentes valeurs discriminatoires-là. Maintenant, il y a un autre élément qui peut freiner l'implication des femmes dans tout ce qui est politique. Il y a souvent le financement. Et puis, cette sous-estimation de soi qui les amène souvent à dire oh, bon, vraiment, je vais aller m'inscrire et après, je vais entrer dans un parti, par exemple. Oui, au-delà même de vouloir voter comme citoyen, j'ai envie bien de faire de la politique, d'entrer dans un parti, de devenir conseiller municipal, régional, maire, sénateur et tout ce qui va avec. Maintenant, financièrement, est-ce que je pourrais? Donc, il y a tous ces paramètres-là et arroser, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cet élément qu'on ne va pas oublier, cette violence, cette intimidation basée sur le genre qui est généralement perçue par les femmes.
Something else in this newscast. Young entrepreneurs from the littoral and southwest regions of Cameroon have been awarded certificates for their participation in the Youth Connect Cameroon Zonal Boot Camp, as detailed by Oni Ladonet. 35 young entrepreneurs from the littoral and southwest regions of Cameroon have proudly received their certificates this Wednesday, September 4, marking the successful conclusion of the Youth Connect Cameroon Zonal Boot Camp. Hosted in the conference room of the Governor's office, this initiative has equipped participants with essential entrepreneurship training and invaluable mentorship from experienced coaches. Bootcamp ceremony, that's the training, the detection and training of potential young entrepreneurs that are able to be accompanied and serve as models to their peers. That's the objective of the Youth Connect Cameroon initiative. The entrepreneurs were also offered material support to help promote their projects. A panel selected the 10 best projects across the fields of agribusiness, technological innovation, industrial craft, and digital economy. These top projects will now compete with other regional winners at the upcoming National Boot Camp, the Youth Connect Convention. So we do hope that the young talented young entrepreneurs of Littoral and Southwest that were selected after this bootcamp will go at the national level, compete with other young Cameroonians and distinguish themselves so that we should have that dream team of young entrepreneurs in Cameroon. The Cameroonian government places great importance on empowering the nation's youth. From 2001 to 2003, the Youth Connect program is reported to have created close to 1,000 direct jobs and over 2,500 indirect jobs. Through this initiative, we want to change the mentality of Cameroonians, the mindset of young Cameroonians from employment to self-employment and entrepreneurship. The initiative, which is being extended, is a collaboration between the United Nations, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, and other partners. They aim to reach over 5,000 youths through this program. Développement local, la commune de Bout-Makak a un nouvel hôtel de ville et une cité municipale. Les bâtiments construits à plus de 700 millions de francs CFA ambitionnent d'offrir de meilleures conditions de travail aux agents municipaux. Il a été inauguré par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Olivier Bouzik. Sur le train de son développement, Bout-Makak, commune du département d'Union-Ekele, se dote d'un hôtel de ville de qualité moderne. 540 millions ont été investis pour la construction et l'ameublement de ce bâtiment, fruit de la mise en œuvre progressive de la décentralisation. Et ça, c'est la décentralisation. Du point de vue de l'économie, quand vous regardez les acteurs qui ont travaillé ici, les enfants qui ont pu gagner des salaires et l'entreprise qui a réalisé des travaux, les impôts que tout le monde a payés. C'est aussi la preuve que le développement de notre pays peut passer par la base et donc par la décentralisation. L'infrastructure offrira un service plus rapide, tranquille et confortable auprès de 40 000 âmes installées dans cet arrondissement de la région du centre. De même, les agents communaux auront désormais un cadre de travail qui stimule les performances et pas seulement des logements 10 au total, bâtis dans le cadre de la première phase du projet de construction d'une cité municipale. Pour traduire cela en termes d'orientation de la décentralisation, on a une question de gouvernance avec la collectivité qui est bien installée, une activité de promotion du développement local avec la construction de ces cités. J'imagine qu'avec cela, les compétences que l'État a transférées aux collectivités vont être exercées avec beaucoup de facilité. 239 millions injectés dans ce second projet inauguré, chantier livré par le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM, inclus dans son programme de construction des cités municipales. Rentrée scolaire 2024-2025, le ministère de l'Éducation de base recycle les instituteurs sur la politique nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales. Le document référence qui intègre les grands axes de cette politique a été vulgarisé au cours d'une réunion ce jour à Yaoundé.
Ce qu'il faut retenir dans cet élément sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. Comme outil de pilotage de la stratégie nationale de développement qui a 4 piliers. Et l'un des piliers, c'est le développement du capital humain. Et ce développement du capital humain par le développement des compétences. Donc nous avons un système formel et un système informel. Et dans le cadre du système informel, l'alphabétisation est un vecteur très important. Et après la validation et l'approbation par le gouvernement de la stratégie nationale, était de bon ton, à côté de la stratégie du secteur de l'éducation et de la formation, d'arrimer la stratégie d'alphabétisation au Cameroun. C'était donc l'essence de la réunion de ce jour, qui était la dernière étape d'une série, au cours de laquelle nous avons donc validé techniquement ce document en y intégrant des inputs, notamment les éléments fondamentaux à retenir ici et qui sont des contributions substantielles. C'est le développement des infrastructures, le développement des ressources et des curricula. Jusqu'ici, c'était un pan qui était développé, qui était mis en œuvre sans ces éléments fondamentaux. Donc, c'est des éléments qui vont rendre dans le plaidoyer pour qu'ensemble, nous puissions développer cette ordre d'articulation qui permet à toute la population du Cameroun de disposer des outils, des compétences qui leur permettront d'être insérés de manière efficace dans le monde nouveau qui est le nôtre. Toujours au sujet de la rentrée scolaire 2024-2025, les établissements scolaires se préparent. Quelques jours avant le début, l'accent est mis sur le nettoyage et la réfection des tables bancs. Inès Pangan. École publique de Fandena 2, à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025. Des ouvriers recrutés pour la circonstance s'affairent au nettoyage des salles de classe ou toilettes, à la réfection des tables bancs, au toit défectueux, au désherbage et au noircissement du tableau. Malgré la conjoncture économique actuelle, les responsables de cet établissement maternel et primaire veulent accueillir les élèves dans un environnement sain. C'est vraiment difficile pour nous parce que l'école publique, nous ne pouvons pas fonctionner sans l'apport des parents. Donc nous attendons. Avec le peu qu'on a, on fait ce qu'on peut faire. Vous avez vu, par endroit, on lave les salles, par endroit, on sarcle, par endroit, on n'y peut rien. Parce qu'il faut accueillir les enfants dans la propreté. On est déjà en train de faire le ménage dans les salles de classe. Nous nous apprêtons aussi à nettoyer les toilettes et la crème des enfants. Vous voyez bien, la cour commence déjà à prendre l'allure de la rentrée. Nous sommes dans les préparatifs. Vous-même, vous avez vu partout comment il y a le mouvement. En attendant les parents qui se font très rares pour les inscriptions, le personnel qui a repris service ce 2 septembre 2024 s'occupe à l'organisation administrative de l'année scolaire. Vous avez vu, il n'y a aucune inscription pour le moment. Nous sommes là, nous attendons la décision de l'État. Nous attendons aussi les parents. Ce n'est que hier qu'on a repris. Et après, à peine on a repris, nous avons commencé avec la propreté dans un premier temps. Et comme nous allons recevoir les enseignants demain, nous sommes en train d'apprêter les différents papiers. Malgré les difficultés, le personnel administratif de l'école publique de Fandena 2 à Yaoundé a la certitude que la reprise de l'année scolaire 2024-2025 sera effective le 9 septembre prochain. And on to this brief, a fatal accident has occurred today, September 4, 2024, in the early hours at La Falaise de Chong in the western region of Cameroon, involving a travel agency bus that reportedly lost its brakes and plunged into the ravine, resulting in multiple fatalities and numerous injuries among passengers. As of now, no official press release has been issued regarding this incident, but we will provide further updates in our subsequent newscasts. Peace continues to elude Gaza as the conflict thus speeds towards the one-year mark, with
Public rage over the recent killing of hostages, fears over the spread of polio, and amid all this, ongoing delicate negotiations helmed by Washington. Anita Parr from The Voice of America files in the following report. First, a small sliver of hope from Gaza after weeks of misery. 2 days of a UN-led polio vaccination campaign has reached 1/4 of the exclave's vulnerable children. But humanitarian officials say this humanitarian pause is not enough. I think to make a real movement, a real progress on all of that, you need, of course, a ceasefire, and you need to have a start in proper peace process and moving forward. And that's where we find ourselves as this conflict comes close to the 1-year mark, with no sign of peace and with the flames of anger raging. Anger on all sides, from Israeli protesters who say their government failed to rescue 6 hostages before Hamas killed them, and is failing to do enough to help the remaining captives. Rage from Palestinians furious over the continued pace of violence that has torn Gaza apart. And what looks like exasperation coming from U.S. President Joe Biden, who spent weeks out of the public eye overseeing negotiations to end the conflict. The White House says it hopes to close on a deal soon, but Biden hinted at an obstacle recently. And do you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue? Do you think he's doing enough? No. At the White House on Tuesday, administration officials say they are still working with the various parties in Egypt and Qatar to reach a deal that spokesman John Kirby said has 3 elements, though he declined to give specifics of the American plan. We're working on a proposal that will secure the release of the remaining hostages and will include massive and immediate relief for the people of Gaza and also result in a stoppage of the fighting. Analysts say intransigence burns on several sides. Hamas fears a deal that will sideline its status in the Palestinian territories, and Israel seeks to maintain control over parts of Gaza. But there is another player in this drama who stands to lose if a deal craters: Washington. If we cannot negotiate, if we cannot bring pressure to bear on our friends, on our allies, for their own good, let alone for the good of the region and for everyone's good, then I'm not sure why anyone would perceive that our involvement down the line would be particularly valuable. And what of the people born into the middle of all of this? Peace is something they have never known. Anita Powell, VOA News, the White House. Et nous restons avec notre partenaire La Voix de l'Amérique pour cette fois-ci faire le point de l'actualité en Afrique. Le chef de l'opposition ougandaise, Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, a été blessé mardi dans ce que l'opposition qualifie de persécution politique visant à intimider ses partisans. La police ougandaise nie les allégations de chasse aux sorcières. En Tunisie, le candidat à l'élection présidentielle tunisienne Ayachi Zamel a été placé ce mercredi en détention provisoire dans l'attente de son procès, a déclaré son avocat, une situation qui renforce les craintes autour de la crédibilité du scrutin auquel se présente le président sortant Kais Saied. La mosquée de Zinder, une des plus anciennes du Niger, construite il y a près de 200 ans, a été détruite mardi après des pluies diluviennes dans ce pays qui compte 95% de musulmans. Construite au milieu du 19e siècle, cette mosquée était hautement symbolique pour les habitants de Zinder, deuxième ville du pays. Le forum 2024 sur la coopération sino-africaine débute aujourd'hui à Pékin avec la participation de chefs d'État et de gouvernement des 54 pays africains. Ce sommet intervient à un moment où la plupart des pays africains sont à la recherche de prêts bilatéraux, de développement d'infrastructures et de coopération technologique, tandis que la Chine est à la recherche de partenaires et de matières premières. Fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Assé. Good night to you, Orian Duncan. Thank you for joining in, ladies and gentlemen. We appreciate you tuning in. See you again tomorrow with fresh news and more information on Spectrum Television. Good night.